Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de Minuit Crypto. Nous sommes le soir du 19 septembre 2023. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On fait le tour de l'actu comme je le fais le matin et le soir. Un maximum d'informations dans un minimum de temps, mes amis. Être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, ça nous permettra de découvrir un jour peut-être une licorne un jour. Dans tout ça, il y aura bien une société qui va sortir, qui va exploser par la suite et on pourra dire on était là à la base, on les a connus, etc. etc. On a peut-être participé. C'est comme ça que ça se fait. Ça ne s'invente pas. Quand on est au courant de rien, eh bien, il se passe jamais rien. Allez, l'Inde, deuxième marché de la crypto, mes amis. JPEX accusé de fraude. Conflit sec et Binance, on en reparle évidemment, on fait que ça en ce moment. USDC débarque sur Polkadot, Jiritsu 10,2 millions pour la tokenisation, GRVT élève 7,1 millions, Nomura dévoile un fonds Bitcoin, le cofondateur d'Alchemy crée un fonds VC, Testnet IEVM par Injective et Caldera, et on a la norme Ethereum pour audit de sécurité. Voilà, tous des titres qu'on va voir. Je vous fais un petit tour sur tout ça. Je condense un petit peu tout ça. Je vous mâche un peu le travail. Je vous fais des petits résumés. Moi, je lis beaucoup d'articles à droite, à gauche. Même aujourd'hui, en étant malade, j'ai quand même lu tout ça. C'était un peu dur. C'était un petit peu difficile aujourd'hui. Donc, je vais quand même essayer de faire cette vidéo. Parce que, pourquoi? Allez, on a un BTC à 27 214. On est content, hein. Et un ETH à 1649. Donc, c'est pas un petit rhume qui va... enrayer un peu la machine. Allez, on verra bien. Demain, je vous refais une autre vidéo. Là, évidemment, les Shimoku, on est au-dessus, tout ça. Attention, on fait un petit retracement ici. Il va falloir voir un petit peu certains niveaux ici qu'on doit dépasser pour être content. Pour l'instant, simplement, on vient simplement récupérer un petit peu de liquidité, des nouveaux. Je vous explique ça tous les jours. J'espère que vous me suivez sur mes vidéos, justement, où je vous explique le pourquoi du comment, justement, à longueur de temps, afin de savoir ce qui se passe et de pouvoir réagir et d'être là au bon moment peut-être, justement. C'est ça qui est très très important. Allez, on passe à l'Inde. Je vous en ai parlé en premier de l'Inde. Eh bien, deuxième marché, le plus grand marché crypto, malgré un environnement fiscal rigoureux. Effectivement, on voit ça à longueur de temps qu'ils sont durs au niveau de la fiscalité, au niveau de tout ça, c'est dur, mais voilà, ils sont accrochés dessus. Donc c'est bien. En effet, l'Inde impose la crypto à des taux plus élevés que la plupart des pays. Malgré cela, la demande pour la crypto-monnaie en Inde demeure forte. À l'échelle régionale, l'Asie centrale et méridionale ainsi que l'Océanie représentent 20% du marché mondial des crypto-monnaies. Voilà, je vous donne des comptes rendus comme ça à longueur de temps. Je mets ça sur mon Discord, on en reparle aussi sur Twitch l'après-midi. Si vous voulez apprendre à trader, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez simplement apprendre à lire les graphiques, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez toutes les informations possibles et inimaginables sur l'écosystème, eh bien, ce sera dans mon Discord, évidemment, qui démarre. Donc, même si on est tout seul pour l'instant, c'est pas bien grave. Évidemment, il y a toujours un démarrage dans la vie et c'est maintenant que j'ai décidé de démarrer tout ça où on pourra avancer sur notre écosystème. Allez, l'Inde, ça suffit. Ils vont nous mettre un peu les boules, parce que nous, on aimerait bien que ce soit les Français ou l'Europe, tout au moins, qui soit à la pointe de ça. C'est pas ça, c'est pas encore fait, c'est pas gagné, mes amis. Et Hong Kong, on a la police de Hong Kong reçoit 1600 plaintes concernant une fraude présumée de JPEX d'une valeur de 152 millions. Là, j'ai deux articles que je vous ai mis, justement, je vous ai fait un petit résumé de tout ça, et parce qu'on a le stablecoin, on va en reparler, une réglementation dure, tous les pays sont sur la même chose, des arnaques, des réglementations, des arnaques, des réglementations, des réglementations, des arnaques. Allez, on a ça à longueur de temps, mais c'est normal, c'est un écosystème qui grossit. Dans le monde traditionnel, c'est pareil. La police de Hong Kong a arrêté 8 personnes soupçonnées d'être liées à une fraude présumée indiquant l'échange de crypto-monnaies. JPEX, la police a reçu 1641 plaintes concernant JPEX avec des actifs impliqués selon environ 1,19 milliard de dollars de Hong Kong. De monnaie de Hong Kong, ça fait 152 millions de dollars, ça, US. Des descentes ont été effectuées dans 20 lieux à Hong Kong où divers ont été saisis, où divers biens ont été saisis. La police a gelé environ 15 millions de dollars à Hong Kong. Sur les comptes bancaires des suspects a également gelé leurs propriétés. Je crois qu'on ne pouvait pas piquer les crypto-monnaies, tout ça. Allez, Joseph Lam, un influenceur crypto, a été arrêté en lieu avec cette affaire. JPEX a été accusé par la Security and Exchange Commission d'avoir fait de fausses déclarations sur les médias sociaux concernant une licence de trading d'actifs virtuels à Hong Kong. JPEX a suspendu certaines de ses opérations et a augmenté ses frais de retrait suite à des problèmes de liquidité. On a déjà dit, mais comme tout le monde n'écoute pas les news, c'est bien de répéter un peu, de surveiller un petit peu tous ces problèmes qui existent à droite à gauche. Du Kanchiu, législateur à Hong Kong, a mentionné que Hong Kong est actuellement le deuxième cycle de consultation concernant les directives pour l'émission de stablecoin. Il espère que les directives réglementaires pour les émetteurs de stablecoin pourraient être publiées d'ici la mi-2024. Donc ça va venir très vite, en même temps que le bull run, mes amis. En août, certains experts ont suggéré
suggéré que le gouvernement de Hong Kong émette son propre stablecoin HKDG pour concurrencer d'autres monnaies stables populaires comme l'USDT et l'USDC. Ils veulent tous concurrencer à la base le USDT, c'est celui qui est là depuis longtemps. Il y en avait d'autres, vous vous rappelez, UST, vous vous rappelez de ça? Allez, on passe à la trappe. Peut-être d'être malade, ça me redonne un peu de vigueur, je ne sais pas. Allez, Hong Kong travaille sur sa réglementation pour les stablecoins tout en enquêtant sur ce qu'elle considère comme des acteurs malhonnêtes dans le secteur de la crypto-monnaie, comme le cas JPEX mentionné ci-dessus. Allez, on passe à autre chose maintenant. On va parler de notre ami Binance, mes amis. Binance, on en parle tous les jours, évidemment. Je vous mets les liens de tout ça, vous allez creuser un peu plus. Moi, je vous fais des petits résumés que je vois à droite à gauche sur différents sites, et je vous mets The Block qui est très très sérieux, et comme ça, vous pouvez approfondir tout ça, ou vous venez me parler, et ensemble, on peut parler de tout ça. C'est fou, est au cœur du conflit avec la SEC et Binance. La SEC donc a allégué que Binance, la filiale américaine de Binance, aurait utilisé une unité de garde, c'est fou, potentiellement liée à sa maison mère, ce qui pourrait exposer ses clients à une entité étrangère. Lui, il dit que non. Le PDG de Binance, CZ Zhao, a nié ces allégations en déclarant que Binance US n'a jamais utilisé CFU ou Binance Custody. CFU est au cœur du conflit entre la SEC et Binance, et la SEC a demandé à BAM, la société derrière Binance US, des informations supplémentaires concernant la manière dont les actifs des clients sont gérés. BAM n'a pas fourni ces informations, estimant que certaines demandes étaient trop larges ou trop exigeantes. Trop exigeante, ça fait peur. Ils oublient qu'ils sont en train de se faire contrôler. S'ils l'ont jamais fait, ça va être chaud pour eux. La SEC considère CFU comme une entité Binance nouvellement rebaptisée qui semble avoir le contrôle sur les actifs des clients. La SEC a également souligné que BAM n'est pas autorisé à utiliser une entité tiers étrangère affiliée à Binance pour les services de garde de portefeuille. Oh là là. La SEC a noté que BAM avait fait des déclarations contradictoires concernant l'implication de CFU et Binance. Lors d'une récente audience, un juge exhortait la SEC et BAM à collaborer et à baisser la température. Ouais, ça chauffe, ce que je vous disais, ça monte un peu dans les degrés, on ne sait pas comment ça va exploser, c'est un peu comme un volcan, vous savez, c'est là en train de... Alors comment ça va se finir? On espère que ça va bien se finir par Binance, sinon ce serait encore une mauvaise action dans l'écosystème, et ce serait quand même très très dur à peut-être vivre pour nous, pour tous, pour tout le monde, même si vous n'avez rien chez Binance. La SEC avait précédemment poursuivi Binance et son PDG en juin pour des violations présumées des lois fédérales sur les valeurs mobilières, alléguant qu'il avait faussé la surveillance et la plateforme Binance US. Une nouvelle audience entre la SEC et BAM est prévue pour le 12 octobre, donc on va suivre ça de près avec un rapport des situations conjoints attendu avant le 10 octobre. Allez, on passe à autre chose, mais bon, ça va pas durer longtemps. Demain, on va revenir dessus, évidemment. Il y aura des news à longueur de temps. Et Binance, ça fait un peu trembler quand même un peu tout le monde. Circle émet un stablecoin natif USDC sur Polkadot. Bon, ça c'est bien, l'émetteur de stablecoin. Il a lancé une version native de l'USDC sur la parachaîne Polkadot Asset Hub. Polkadot est un réseau d'interopérabilité qui permet la connexion de nombreuses blockchains spécifique à des applications désignées sous le nom de parachain. Alors Polkadot, j'ai fait une vidéo dessus. J'avais commencé à faire des vidéos sur les blockchains que je vais reprendre, tout ça, de vous expliquer les blockchains un peu, et j'ai une vidéo sur Polkadot. Si vous voulez comprendre Polkadot, vous allez voir dans mes vidéos, dans les blockchains, et vous allez la trouver, et vous écoutez un petit peu, comme ça je vous parle aussi des layers. Si vous êtes un débutant, c'est bien de comprendre un peu. Avec le déploiement sur Polkadot, Asset Hub, l'USDC peut être transféré vers d'autres parachains via les protocoles XCM. Cela rend l'USDC accessible à tous les parachains interconnectés de l'écosystème Polkadot, où il est échangeable 1 contre des dollars américains. Voilà, ça c'est une bonne news. Je dis encore d'autres choses, mais on ira voir ça sur le Discord, justement, si on veut lire tout ça. Sinon, ça va durer trop longtemps. Et là, on a la blockchain Jiritsu, qui lève 10,2 millions de dollars pour renforcer l'informatique vérifiable et la tokenisation d'actifs. La startup blockchain Jiritsu a collecté 10,2 millions de dollars pour développer ces technologies en informatique vérifiable et a révélé sa nouvelle plateforme de tokenisation Tomei RWA. Le financement est dirigé par Gumi Crypto Capital, vise à accélérer le développement et l'adoption de ces innovations. Voilà, des entreprises qui grossissent, comme je vous dis, moi je vous en donne plein, vous allez voir, je ne dis pas rentrer dans ces entreprises-là, pas du tout, mais ça existe, ça grossit, et c'est ce qui forme notre écosystème, et c'est là-dedans, comme je vous dis, qu'il y aura peut-être des bonnes news un jour, et peut-être des mauvaises, donc on continue à suivre tout ça. GRVT,
Il avait des fonds d'une valeur de 39 millions de dollars. Hein. L'échange crypto hybride GRVT a sécurisé 7,1 millions de dollars en financement avec une valorisation post-financement de 39 millions de dollars. GRVT, prononcé gravité, allier l'efficacité des échanges centralisés à l'autogarde des plateformes décentralisées. Mené par Matrix Partner et Défi Digital et financement aidera CRVT à étendre ses licences, à rivaliser avec les grandes bourses centralisées et à préparer le lancement de son jeton natif en 2024, donc un jeton qui arrivera. La plateforme est prévue pour janvier, proposant d'abord des échanges de crypto perpétuels et d'options avec des échanges au comptant prévus pour avril. Allez, on étudiera tout ça, on va regarder tout ça évidemment, et là je vais aller vous parler de Nomura Crypto. Alors, Nomura, laser digital, la branche crypto de Nomura a introduit le Bitcoin Adoption Fund, marquant sa première incursion dans la gestion d'actifs. Conçu spécifiquement pour les investisseurs institutionnels, ce fonds offre une exposition exclusive longue au Bitcoin. Le fonds est hébergé au sein du Laser Digital Fund SPC, enregistré comme un fonds commun de placement par l'autorité de régulation des îles Caïmans. Les îles Caïmans. Les actifs du fonds seront conservés par Komainu, une entreprise cofondée par Nomura en 2018. Ce lancement intervient à un moment où le Bitcoin a récemment franchi la barre des 27 000, oui. C'était il n'y a pas longtemps, on l'a vu, on était là, mes amis, on était là. Elle est dirigée par Sébastien Guglietta, ex-directeur scientifique de Nomura. Laser Digital se concentre sur la gestion d'actifs, le capital risque et le trading. Il a déjà investi dans plusieurs startups crypto et récemment obtenu une licence à Dubaï pour offrir des services de courtage crypto et de gestion d'actifs. Bon, des licences à Dubaï, tout ça, îles Caïmans, pas honnêtement... C'est pas des choses qui me plaisent énormément, hein, mais on va suivre ça de près. Hein, on va pas en dégoûter les autres, hein, mais j'aime pas trop. Moi, quand ça commence comme ça, j'aime pas trop. Alors, on sait que tout ça, ils font ça pour ne pas être contrôlés par des pays qui sont comme les USA, l'Inde, là où ça rigole plus. Et voilà, on sait bien que Dubaï, c'est un peu tranquille. Les Caïmans, il y a tous les bandits du monde qui sont installés là-bas. Donc, la régulation là-bas, bon, c'est pas toujours le top non plus. Je devrais pas dire ça, hein, mais je pense que c'est un petit peu comme ça, et si je me trompe, vous me le dites, hein, surtout vous me faites des réflexions, enfin vous m'écrivez, vous me dites que je me trompe, hein, et vous me donnez des éléments pour me dire que je me trompe. Faut pas juste dire aux gens, je me trompe, vous savez, on entend souvent ça, hein. J'ai reçu déjà des messages en disant, ouais, t'as dit n'importe quoi. Oui, mais j'ai dit n'importe quoi. Je dis tellement de choses et tellement de conneries dans ma vie qu'il faudra les entourer, vous savez. Hein. Il faudra les souligner puis dire, tiens, là, c'est pas bon, tu t'es trompé. Voilà. Bon, les conneries, je pense que j'en dis pas trop. En revanche, je prononce parfois mal des mots. Je suis désolé, un tout petit, j'étais comme ça. J'ai fait des efforts en vieillissant, mais c'est dur. J'ai problème de diction, donc parfois c'est un petit peu difficile. Il faut pas m'en vouloir. Allez, je vous disais juste ça comme ça. Pour le pourquoi du comment que parfois je bégaye. Le cofondateur d'Alchemy Pay lance un fonds capital risque de 60 millions. Allez, ça y va, hein. Ça balance l'argent, ça balance, c'est bien. Oakecroft Venture, un nouveau fonds de capital risque doté d'un capital de 60 millions de dollars, a été créé pour soutenir la start-up émergente dans le domaine du Web3, de l'IA et de la biotechnologie. Alors lui, il a l'ensemble, hein. Web3, IA, biotechnologie. Avec ça, s'il ne réussit pas, c'est que vraiment, il n'est pas fort. Hein. Le fonds a été fondé par Xuan Shi, cofondateur de la solution de paiement dans crypto-monnaie, Alchemy Pay, donc ça c'est, voilà. Les principaux acteurs associés à ce fonds incluant Sally Wang, ex-vice-président de Sino Global Capital, maintenant Rizlak, et Zach Pan, précédemment associé chez Lee. Bon, ça c'est un peu compliqué, donc je vous laisse tout ça dans les commentaires, hein, dans mon Discord, comme ça vous pouvez tout approfondir, ou sur The Block, hein, où je vous mets les liens, donc vous pouvez aller voir un petit peu tout ça. Hein. Ils vous expliquent la société, tout ça, mais je leur fais pas de pub, hein, donc je continue, hein, ils expliquent un peu leur fonctionnement, tout ça, vous irez le voir, mais bon, voilà. Injective lorsque le testnet de sa solution de Roll-in EVM. Donc ça, c'est The Block qui nous raconte ça. Injective, une blockchain de couche 1 basée sur Cosmos, a dévoilé le testnet de sa solution InEVM. On en a déjà parlé, un Layer 2 développé en partenariat avec Caldera. Cette innovation permet aux applications Ethereum de fonctionner nativement sur l'écosystème Injective. Alors je réponds à ça, parfois on me dit, ouais, t'as déjà dit ça. Oui, j'ai déjà dit ça, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent une vidéo une fois de temps en temps. Donc il y a des points qu'on répète un peu, et moi, c'est pas pour me vanter, mais je vous donne des infos quand même relativement tôt. Donc parfois je suis obligé de les répéter parce qu'on me dit, ah ouais, mais t'as pas parlé de ça, alors que je dis, bah si, 2 vidéos avant, tu vas voir, j'en parlais. Donc c'est pour ça que parfois je répète un petit peu les choses, voilà. Et donc la spécificité de InEVM est qu'elle est compatible avec la machine virtuelle ETM EVM.
la machine virtuelle d'Ethereum. Cela permet aux développeurs Ethereum de déplacer leurs applications, y compris les échanges décentralisés, vers un injective sans avoir à apporter de modifications de code. Hyper important pour les codeurs, évidemment, alors que d'autres solutions EVM sont disponibles sur d'autres plateformes de couche 1, comme Aurora sur NEAR ou Neon sur Solana. InEVM se distingue en se connectant directement à Injective. Elle exploite ainsi la sécurité offerte par l'ensemble des validateurs du réseau principal d'Injective. Voilà, Injective prévoit de développer un réseau de chaînes électriques pour élargir son écosystème de couche 2 et renforcer l'interopérabilité avec d'autres blockchains. Ces électro-chaînes sont connues comme une série de rollups équipés d'environnements VM dédiés. Ils répondent aux exigences de différentes constructions tout en offrant une grande évolutivité et sécurité. Allez, on reparlera de tout ça évidemment par la suite. Ça devient très technique, mais bon, c'est bien aussi de savoir que les entreprises avancent, on trouve des solutions pour tout et c'est ça qui est important, mais après ça devient un peu technique, donc je ferai des petites vidéos comme ça à longueur de temps pour expliquer un peu des petites techniques de base. Moi, je suis pas un informaticien non plus, attention, mais je lis énormément et on finit par comprendre un peu les écosystèmes, mais sans être codeur. La norme Ethereum vise à vérifier les audits de sécurité en chaîne. Alors, Ethereum Request for Commons, ERC, le ERC 7512 est une nouvelle norme proposée qui vise à standardiser la vérification en chaîne des audits de sécurité contrats intelligents d'Ethereum. La proposition a été présentée par des développeurs de projets renommés tels que SAF, Aki Blockchain, OTRSec, Chain Sécurité, OpenZeppelin et Finance. Actuellement, les audits de contrats intelligents sont présentés manuellement par les équipes, sans représentation de leurs authenticités en chaîne. L'objectif de cette proposition est de s'assurer que les détails des audits, y compris les personnes qui les ont réalisés et leurs conclusions, puissent être consultées par les contrats pour en confirmer l'authenticité. Ça, c'est très bien. La nécessité d'une telle norme est soulignée par le fait que pendant le premier semestre 2023, plus de 650 millions de dollars ont été perdus en raison de fraude et de piratage dans la DeFi. Pour ça, je vous dis ça, c'est très très bien. Richard Mason, cofondateur de SAF, souligne que pour des utilisations concrètes de la blockchain, émerge une couche permettant de vérifier la sécurité des contrats est essentielle. Entièrement d'accord. L'ERC 7512 pourrait combler le manque actuel de vérification en chaîne des audits de sécurité, permettant des contrôles d'audit plus poussés et la création de systèmes de réputation pour les audits. Ça, c'est bien. Il est encore incertain si cette norme sera acceptée et mise en œuvre comme standard par les principaux développeurs d'Ethereum, évidemment. Une autre proposition, ERC 72-65 suggère une mesure de protection pour stopper les transferts de jetons en cas de piratage. Est actuellement en cours d'élaboration. On attend la suite de ça. En conclusion de tout ça, la sécurité des contrats intelligents est un enjeu majeur pour l'écosystème d'Ethereum et le SR 7512 est une tentative de renforcer la transparence et la confiance autour des audits. Alors que les pertes financières dues aux failles de sécurité continuent à s'accumuler, des initiatives telles que l'ERC 7512 soulignent l'importance de mettre en place des mesures robustes pour assurer l'intégrité et la sécurité des contrats intelligents. Voilà pour moi le meilleur article, la meilleure des choses. Et là, allez, on va quand même continuer sur autre chose. On va parler de SpiderChain, une solution innovante pour intégrer des fonctionnalités de type Ethereum à Bitcoin sans avoir besoin de modifier le protocole de base de Bitcoin. Encore une fois, je vous mets les liens sous les commentaires de tout ça, mais vous venez dans mon Discord et vous aurez tous ces articles que je vous résume, ça vous simplifie le travail, vous pourrez tous les jours aller voir et ça vous simplifie énormément le travail, je vous fais des condensés un petit peu de tout ça. Voici une synthèse des points clés. Qu'est-ce qu'une SpiderChain, rapidement, c'est une proposition de Botanix Lab qui offre une solution de sidechain bidirectionnelle sans autorisation pour Bitcoin. Cela permet d'introduire des fonctionnalités similaires à Ethereum sur une couche 2 de Botanix EVM, tout en conservant la sécurité de la couche de base de Bitcoin. Ce mécanisme ne nécessite aucune modification du protocole de base de Bitcoin, le distinguant des autres propositions. Pourquoi SpiderChain? Alors, avec l'essor de la finance décentralisée, DeFi sur Ethereum, Bitcoin a été laissé en retrait en termes de valeur totale verrouillée dans les solutions de seconde couche. Oui, effectivement. Botanix EVM vise à combler ce vide en offrant une compatibilité totale avec la machine virtuelle Ethereum, permettant ainsi aux développeurs d'utiliser les contrats intelligents d'Ethereum tout en bénéficiant de la sécurité de Bitcoin. Le BTC synthétique serait utilisé comme une monnaie native sur Botanix EVM ayant un ratio 1-1 avec le Bitcoin sur SpiderChain. Comme fonctionne SpiderChain? Il est
hop, ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il arrive sur mon ordi là? Il utilise des portefeuilles multisignes gérés par des orchestrators. Les utilisateurs déposent des garanties Bitcoin dans ces portefeuilles multisignes pour exécuter un orchestrator. Ces orchestrators sont chargés de garantir l'intégrité des transactions en s'assurant que d'autres orchestrators agissent honnêtement. Les fonds déposés dans ces portefeuilles sont gérés dynamiquement, à la différence des modèles statiques de chaîne latérale. Défis et préoccupations, il y a des questions sur la gestion des UTSOC, la fiabilité des orchestrateurs et d'éventuels vecteurs d'attaque. Si un acteur malveillant devient une majorité des fonds, le modèle de sécurité pourrait s'effondrer. Mais il y a quand même des inconvénients. Le coût de la complexité du déploiement de tels systèmes sont également une préoccupation. Cependant, pour minimiser les risques, SpeedAirChain, j'ai du mal à prononcer cela, prévoit un démarrage par phase en commençant par une phase initiale plus centralisé qui deviendra progressivement décentralisé. Ouais, bon, futur des sidechains. Après une décennie de recherche sur les sidechains, il semble qu'il n'y ait que deux options viables, des modèles fédérés ou un pool de Bitcoin rattaché. Chaque modèle a ses propres compromis, mais le véritable test serait de voir comment il fonctionne dans des conditions réelles. En résumé, SpeedAirChain est une solution prometteuse qui pourrait offrir à Bitcoin des fonctionnalités similaires à celles d'Ethereum. Toutefois, comme toute nouvelle technologie, elle présente des défis et des risques qui devront être adressés avant une adoption massive. Et oui, on sait tout ça, mes amis. Voilà, c'était un petit peu long, hein, ça, ce condensé que je vous ai fait ça, mais c'est quelque chose de très long et de très sérieux. Et adopté, pas adopté, on va suivre tout ça de près. On va voir un petit peu la communauté Bitcoin, ce qu'elle en pense. Hein, c'est ça le plus intéressant. Moi, dans tout ça, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression qu'on commence à faire beaucoup de choses autour du Bitcoin. Alors bon, après, on va suivre les gens qui sont vraiment des gros spécialistes là-dedans et qui, justement, nous diront un petit peu si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, allez, notre BTC, je termine. Allez, avec le BTC, s'il veut s'ouvrir, il y a mon ordinateur qui fait la tête, là, c'est pas grave, 27 115 pour le BTC. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci mes amis. Vous êtes les bienvenus, évidemment, sur ma chaîne. Bye bye, ciao, à bientôt.